Oui. Un individu qui pratique la douceur ou qui est doux, comment cela peut-il influencer? La douceur avant. Être doux, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être mouton. Ça peut être un mouton. On est doux. Avant d'avoir été tondu. Puis un mouton tondu, souvent, il est moins doux. Alors, tant qu'on est un mouton pas tondu, on est doux. Être doux, ça peut être manquer de caractère, disent les gens. Être doux, c'est ne pas être capable de se respecter. Être doux, dans l'ère nouvelle, ça veut dire ne plus laisser de belligérance s'exprimer par soi. Ça veut dire adoucir sa parole, ça veut dire adoucir toute forme d'expression qui passe par nous ou qui provient de nous. Donc, pour être doux, version ère nouvelle, il faut nécessairement être intelligent. Et il faut être capable de comprendre qu'on doit contrôler la modulation de toutes nos formes d'expression. Donc, au départ, on peut être doux avec la gestuelle quand on est conscient, quand on canvise les mouvements. On peut être doux avec la parole quand on est conscient de ce qu'il dit. Quand on fait une colère mentale, on est dans une stratégie plus violente. C'est sûr qu'on n'est pas doux. Mais le reste du temps, l'être humain doit s'arranger pour développer une douceur. La douceur, donc, c'est l'expression de l'intelligence à travers un contrôle humain. Parce que l'intelligence, si elle s'exprime directement à travers un humain sans être contrôlée par la conscience de l'humain, ça devient une forme de mentalisation, ça devient une intelligence qui est plutôt véreuse, qui va être plus frappante, qui va briser des formes, même d'une façon utile. Si l'humain apprend à adoucir ses expressions, il se relie au plan bouddhique, donc il va finir par vivre et exprimer de l'amour instantané, en même temps que son intelligence instantanée. Donc l'humain a intérêt à développer de la douceur. Être doux ne veut pas dire être doux avec quelqu'un. Être doux, ça veut dire être doux dans la façon dont on exprime les choses. Alors, tu peux doucement dire à quelqu'un quelque chose qui va le perturber ou qui va briser quelque chose au niveau de sa structure psychologique. Parce que faire attention à quelqu'un provient beaucoup plus de l'esthétisme de la chose. Alors, si par exemple, c'est inutile de faire telle chose, tu ne le fais pas. Ça ne sert à rien de faire souffrir un être humain pour rien, ça ne sert à rien. Bon. La douceur, au niveau de l'expression, au niveau de la communication, au niveau du contact, c'est quelque chose qui est totalement différent. L'être humain peut être doux avec lui, c'est évident, il faut que ce soit doux avec lui. Il faut que ce soit doux avec toutes les formes d'expression. Donc, tout ce qui passe par lui, comme tout ce qui rayonne de lui. C'est important que l'humain soit doux. L'humain qui est doux va être capable d'éviter la majorité des rechutes. Donc, un être humain qui est capable d'exprimer de la douceur, qui est capable de maintenir dans sa conscience le fait douceur, va éviter la majorité de toutes les rechutes. Tandis que l'humain qui n'est pas capable d'être doux, très souvent va mourir. C'est-à-dire qu'il ne sera pas conscient qu'il est vivant. Il va rétrograder. Il va agir comme il a toujours agi antérieurement. Il va s'égoïser. Alors, l'humain qui reste doux, pour rester doux, être doux, c'est pas la plus facile des expressions de la vie, mais c'est une expression qui est relativement quand même facile à ramasser. Un individu qui travaille la douceur, je dis bien pas la douceur envers autrui, la douceur. L'individu qui travaille la douceur va éviter la majorité des rechutes. Puis évidemment, si tu élimines les rechutes, ça te donne un bon gros tremplin pour grimper vers l'état d'être nouveau. Lorsque l'intelligence descend, l'intelligence, c'est une structure qui ne connaît pas l'humain, qui ne connaît pas la mémoire, qui ne connaît pas l'expérience. Lorsque l'intelligence descend à travers l'humain, elle sort comme un gros courant d'eau qui sort à un moment donné parce qu'on a ouvert le robinet au maximum. Ça sort très violemment, ça arrose n'importe quoi, ça n'a pas de discernement. Ça s'appelle exprimer de l'intelligence. Dans le cas de l'eau, ça s'appelle arroser en cave n'importe où. L'être humain, lui, vit une érosion. Le robinet va s'éroder beaucoup plus rapidement si on laisse couler l'eau trop rapidement. Alors, l'humain vit une érosion en fonction de l'intelligence qui circule trop rapidement chez lui. Son érosion va faire en sorte que progressivement, il peut voir détruire ses structures psychologiques. Alors, l'humain va donc travailler, normalement, il travaille avec l'intelligence, avec un ajusteur de pensée, c'est-à-dire une valve, un robinet qui va contrôler la descente de l'intelligence. L'ajusteur de pensée, lui, ce qu'il fait, c'est que quand l'humain en aura le bol, il coupe. Puis quand l'humain est capable d'en reprendre d'autres, il ouvre. Il ajuste.
Et en plus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va instruire la psychologie en ajustant sa pensée, c'est-à-dire que progressivement, il va finir par intervenir à travers la structure de pensée de l'humain, à travers sa cognition, et il va être capable de rectifier certaines choses, d'où l'appellation à un moment donné de rectificateur de pensée. La problématique, c'est qu'un ajusteur de pensée ne rend pas un être humain heureux. L'ajusteur de pensée ne facilite pas la transition. L'ajusteur de pensée n'est pas là pour cela. L'ajusteur de pensée est là uniquement pour préserver l'intégrité fonctionnelle du corps physique. Bref, pour empêcher le corps de sauter. La psychologie de devenir folle. Si l'humain travaille la douceur, l'intelligence, l'intelligentiation ou l'esthétisation des choses, c'est la descente de l'intelligence à travers une conscience humaine. Si l'humain est capable de travailler la douceur à travers ce qu'il va communiquer, il crée un deuxième canal qui va le relier, lui, à l'amour instantané, qu'on appelle le plan boutique, là, il n'y a rien à voir avec Bouddha, à l'amour instantané. Et là, l'humain va être capable de créer une fusion des deux à travers la descente chez lui, et il exprimera de l'intelligence à travers de l'amour instantané, donc de l'intelligence instantanée à travers de l'amour instantané, ce qui va permettre à l'humain de ne pas vivre, évidemment, un phénomène émotif, amoureux, traditionnel, astral, karmique. Ça va permettre à l'humain d'être capable d'aimer, mais pas d'aimer dans la façon évidemment traditionnelle là, que l'humain connaît. Alors, le fait de développer de la douceur, ça amène une nouvelle forme d'énergie à l'humain, et cette énergie-là, c'est une énergie qui va être beaucoup plus capable d'atténuer le choc du contact de l'intelligence avec la conscience mémorielle de l'humain. Quand l'humain, par la conscience, travaille la douceur, il a accès à une source beaucoup plus vive beaucoup plus vive en ce sens qu'elle a la capacité de nourrir le corps astral. Donc, elle est capable d'ajuster le contact de l'intelligence, qui, lui, peut nourrir le corps mental, capable de l'ajuster avec les plans inférieurs de l'humain. La douceur, non seulement, va donc permettre à l'humain de se sentir beaucoup plus à l'aise, cela veut dire qu'il n'y aura pas d'irritation, donc d'érosion, à cause de la descente trop rapide, même si l'ajusteur de pensée est opérationnel. Et ça va faire en sorte que l'humain, à un moment donné, ne vivra pas des écœurements mentaux de l'intelligence ou simplement des écœurements égoïques de l'intelligence, c'est-à-dire que de temps en temps, l'humain se coupe complètement. L'ego va aller chercher de l'énergie dans le plan mental pour descendre en vibration la conscience mentale de l'homme. Et là, ce qui arrive, c'est que le contact se coupe, donc la personne fait des rechutes. L'évolution de la douceur chez l'humain, on parle toujours d'une douceur intelligente, donc d'un contact avec l'amour instantané, ça permet à l'humain de velouter sa conscientisation, ça permet à l'humain d'être capable de rester dans un état beaucoup plus euphorique. Je ne parle pas de béatitude spirituelle, mais je parle d'euphorie, c'est plaisant. Un état qui va aussi faire en sorte que la personne va être capable d'amincir la grande barrière, d'amincir le mur vers la désinhibition plus facilement par sa douceur. L'individu qui communique de la douceur, s'il a à se désinhiber, il va faciliter le travail de l'autre. Donc, l'onde de retour qui revient vers lui va faciliter son travail à lui. Et donc, l'individu pourra progresser plus facilement, avec moins de résistance, puis moins de problématiques vers la transparence. Donc, la douceur, c'est une mécanique qui est extrêmement importante chez l'être nouveau. Ça ne l'empêche pas de faire une colère, ça ne l'empêche pas de vivre ce qu'il a à vivre, sauf que plus l'humain va apprendre à être doux, puis quand je parle doux, c'est sûr qu'une personne qui est douce, ça semble être une personne qui va vous respecter. En réalité, la personne, elle est douce. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir émancipé le respect d'autrui ou le respect d'elle-même. La personne va être douce. Un peu comme « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Bon, façon de communiquer. L'autre personne peut dire « Qu'est-ce que tu fais là? » Avec une voix beaucoup plus veloutée. Elle peut mettre encore plus de douceur à travers sa voix, mais ça ne l'empêchera pas de dire « Non, tu ne peux pas rester là. Non, t'es chez moi, tu ne restes pas ici. Ah, si tu restes ici, je vais appeler la police. » L'autre, il va gueuler, il peut dire les mêmes choses. La douceur, elle fait en sorte que l'événement, la douceur, elle te permet, chaque fois que tu l'exprimes, d'épaissir d'une façon gigantesque ton périsprit. Et c'est un des points que souvent on cherche, comment on épaissit son périsprit. Le fait d'exprimer de la douceur va l'épaissir énormément. Puis dans un événement assez particulier, dans un événement qui pourrait être perturbateur, plus tu vas être doux dans l'événement, moins celui-ci va être capable de t'altérer. Pourquoi? Parce que plus l'événement est puissant et plus tu es doux toi, plus ton périsprit devient épais. Ce qui fait que quand c'est fini, tu restes dans ta velouté. C'est pourquoi je dis que ça rend ça permet de conserver ton euphorie par rapport à la vie. Alors par la suite, tu vas continuer à vivre même après un problème et tout va être correct. Tu as, ton automobile, il y a une crevaison, il y a une roue qui a une crevaison, tu changes la roue
en état canvie, c'est-à-dire que tu sens ton corps physique, tu contrôles avec douceur les choses, tu déposes les objets sur le sol, tu laisses pas tomber ta barre en croix, ou etc. La roue, quand tu l'ôtes, bon, tu la déposes au sol. C'est sûr que ça te renforcit, etc. Mais c'est très secondaire. Tu prends l'autre roue, tu l'ajustes là-dedans, tu prends les noix, tu serres, tu fais doucement les choses. Tu ne vivras pas de frustration, de crevaison. Ton périsprit est plus épaissi. Premièrement, tu vas permettre à l'amour instantané de te traverser, ce qui fait que progressivement, tu vas finir par en être imbibé suffisamment pour t'aimer, sans avoir à faire un paquet de travail psychologique. Et en plus, tu nourris tous tes corps. Pourquoi? Parce que tu es au contact d'un être doux, toi. Donc, la douceur, c'est une mécanique extrêmement intéressante pour parvenir à monter. Ça n'empêche pas une colère. À un moment donné, vous travaillez sur votre roue, vous êtes doux, et puis vous ôtez un boulon. Et puis, toujours, mettons qu'il y en a 4, mais toujours un qui est dur à ôter, bon. Vous essayez, puis ça ne va pas, et puis vous avez, ça dépend comment votre automobile est équipée, vous grimpez dessus, vous sautez un peu, vous faites tourner un petit mois. Vous faites ça en douceur. Alors, vous sautez en douceur. Là, avant de causer un accident, il y a du monde qui vous regarde. Ça ne veut pas. Alors, la personne doit continuer à épaissir son périsprit par la douceur, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas finalement, après la douceur, vivre la frustration du fait qu'en étant doux, ça n'a pas fonctionné, puis t'as rien de assez, puis là, t'es écœuré, puis là, tape dessus, puis la casse sa noix. Ça n'empêchera pas, à un moment donné, de décoder. Mais ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire encore. Vous allez finir par faire prochainement. C'est de décoder quand on veut vous forcer, quand l'intelligence veut vous forcer à piquer une colère. Vous n'êtes pas encore capable de discerner. Parce qu'il y a quand l'astral va vous écœurer, vous faire perdre de l'énergie. Puis à un moment donné, il y a l'intelligence qui va vous barrer pour vous forcer à faire une colère. La colère mentale, je répète encore une fois, que c'est une des grandes façons d'aller chercher de l'énergie puis de brasser des choses. Alors, à un moment donné, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Là, tu te piques une de ces colères. Puis après ça, les choses vont se placer un grand bout de temps. Pourquoi? Parce que, à travers les engrammes spirituels, l'homme ne doit jamais se mettre en colère contre des forces. Forces cosmiques, forces spirituelles, forces divines, etc. Mais l'ego aussi, l'ego le fait. Mais c'est dangereux pour vous. À un moment donné, il faut que l'humain le fasse. Pas l'ego. Il aura le bol. Ça fait partie aussi des vérifications expérientielles. Alors, à un moment donné, peut-être qu'il faudra effectivement que tu piques une de ces colères blanches, là. Puis, si la noix casse, qu'elle casse la noix, tu sais, puis mangez toute du jello. Et puis, tu fais tes choses. Sauf là, vous dites que c'est l'intelligence qui nous oblige à faire ça. Oui. Pour aller chercher de l'énergie. Oui. L'écœurement, c'est ce qui déploie l'ajusteur de pensée. L'écœurement de l'écœurement, c'est ce qui permet le contact avec le plan supramental. S'il n'y a pas de déprime, évidemment, c'est ce qui permet progressivement d'amener à la destruction des schémas d'interprétation, donc à la désinhibition, à la fusion. La colère, c'est ce qui, normalement, permet l'éclosion de l'énergie cumulée par l'écœurement. Donc, il faut que, premièrement, que tu t'écœures. Alors, l'intelligence peut t'amener des stratégies expérientielles pour t'écœurer. Mais, encore une fois, c'est un écœurement en face de l'intelligence. Pas « je suis écœuré de ça ». C'est maudit que c'est con, ça. C'est en face de l'intelligence. « Oh, je suis écœuré qu'il pleuve toujours. » Ben oui, mais écoute, c'est pas con qu'il pleuve toujours. C'est pas le même genre d'écœurement. La personne n'est pas écœurée, elle est tannée, puis elle est chialeuse. Mais quand, à chaque fois que tu prends ton automobile, tu as une crevaison. Eh bien, à un moment donné, tu changes les pneus, tu changes ci, tu changes ça, tu refais faire ton asphalte, tu le fais en bois, tu le fais en pavé uni, tu le stationnes sur le gazon, tu as toujours une crevaison. Bien, à un moment donné, là, écoute, c'est pas ta vie, on te niaise. Ça, l'humain encore n'est pas encore tout à fait prêt à détecter quand on le niaise. Pourquoi? Parce qu'il a trop d'amour faux de lui et il ne s'aime pas assez. Alors, c'est pas long qu'il va décider qu'on le niaise parce que là, écoute, il n'a pas arrosé son gazon, puis le gazon, il est jaune, ben là, c'est on niaise. Tu sais, ça devrait pousser sans eau, ça, parce que j'ai pas le temps d'arroser. Ça, c'est de l'égocentrisme, c'est du pouvoir, ça, c'est de l'épaissentrisme, tu sais, c'est vraiment pas l'affaire. Par contre, à un moment donné, quand c'est pas ça, l'humain doit détecter que là, on le niaise, puis là, il doit faire une colère mentale, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la colère va, après l'écœurement, donc on est écœuré, puis à un moment donné, on pique une colère,
ça vous oblige à vous centrer dans votre propre intelligence. Ça vous oblige à comprendre qu'à un moment donné, vous devez être les maîtres. Puis on vous niaise, là. Puis on va vous niaiser longtemps. Puis c'est pas de dire, ah oui, on me niaisait, c'est pour ça que je suis au mal à la cheville. Ah ben là, m'a piqué une colère, moi, là. Non, là, tu joues la stratégie, tu sais, c'est pas ça, ça fonctionnera pas. Ah, mais j'ai fait tout comme tu as dit. Oui, mais tu n'avais pas la saveur de ce que j'ai dit, donc ça peut pas fonctionner. Si tu descends encore un trottoir, tu te foules encore la cheville, tu te ramasses encore à terre, puis là, tu portes ta colère. Elle va être efficace. À la condition que tu saches que tu es là pendant que tu fais ta colère. Parce que quand les gens ils font des colères émotives, ils savent pas ce qu'ils ont dit, tu sais, puis les gens sont pas là. Les paroles ont dépassé ma pensée, puis tout le temps là, les gens sont pas là. Les gens font des conneries. Là, il faut que la personne fasse une colère convenable. La colère, donc, la douceur n'empêche pas ce genre de colère, parce que de temps en temps, l'intelligence va venir juste te narguer suffisamment pour que vous vous centriez chez vous. T'sais, là, c'est plus ça. Ça ne peut plus vivre comme ça. Ça mange, c'est plus capable. Je continue à vivre. Moi, je meurs pas. Là, je continue à vivre. Ça va changer. Puis tu peux parler à ce qui a été. À un moment donné, tu sais à qui jaser. L'intelligence te force à faire ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu t'épanouis. Puis à un moment donné, c'est la seule façon présentement que l'humain a pour être capable d'arriver à éclater. Alors c'est sûr que tu peux monter une marche, 2 marches, un escalier, puis à un moment donné, c'est la grande barrière que tu vas perforer au complet. Mais en attendant, l'humain a besoin de cumuler donc de l'écœurement. Je dis bien de l'écœurement qui est contrôlé par de l'intelligence, de l'écœurement en face de stupidité. Et l'humain doit tout exprimer en douceur. Et puis, à un moment donné, quand c'est le temps de faire une colère, l'humain va savoir. Puis là, la colère, c'est une colère mentale, une colère qui est extrêmement bénéfique. Alors donc, la douceur n'empêche pas la colère, mais l'humain doit savoir qu'il doit exprimer au maximum la douceur au cours de sa vie. C'est ce qui va faire en sorte qu'il ne fera pas de rechute, ou du moins vraiment à des rechutettes. Passe-toi question. Ah ben oui. Tout est prévu pour qu'on s'en sorte et pour que l'on ne s'en sorte pas. Oui. C'est un paradoxe. Ah ben. Du point de vue spirituel, je dois être positif. Du point de vue mental, être concentré. Comment le voir conscient? Concentré, non. Concentré, c'est être centré sur le con. Bon. L'humain doit être attentif. Et attentif, c'est plus simple. C'est concentré sur tout, être attentif, là, bon. Puis concentré, c'est attentif sur une chose. Alors, on n'est jamais concentré, donc on n'est jamais attentif sur une chose. C'est l'ego fait ça. L'ego n'a pas de conscience émancipée, donc l'ego ne peut pas être attentif, ni concentré. Tout est prévu pour qu'on s'en sorte, c'est vrai, et tout est prévu pour qu'on s'en sorte pas, c'est vrai. Tout est prévu pour que le prisonnier ne sorte pas. Puis quand le prisonnier, là, c'est plus un prisonnier, tout est prévu pour qu'il parte. Aucun problème. C'est un paradoxe, oui et non. Ça dépend simplement de la forme, de ce que vous êtes, de ce pourquoi vous vous prenez. Puis le mental peut se prendre pour certaines choses. Hein? On a vu qu'avec le fasciolaton, on peut découvrir plein de petites choses. Le mental, il pense que, mais l'ego, il pense totalement à l'inverse. Il faut qu'on connaisse l'ego. Il faut qu'on l'instruise, l'ego. Bon. Du point de vue spirituel, je dois être positif. Et du point de vue mental, être centré. Ah, centré, concentré. Comment le voir conscient? Du point de vue spirituel, positif, oui, mais positif en fonction du fait que vous vous faites confiance à vous. Au mental, il faut que l'ego fasse confiance à l'intelligence qui vous habite. Si l'ego ne fait pas confiance à l'intelligence qui vous habite, bien nécessairement, votre positivité ne servira pas à rien parce qu'elle n'est pas axée vers la bonne chose. Donc, on doit être positif en faisant qu'on doit instruire notre ego de nous faire confiance. Au niveau du mental, on doit être centré, mais il n'y a aucun problème là. L'ego va vous faire confiance quand vous allez commencer à vous centrer. Ça, l'ego ne peut pas vous faire confiance. Comment voulez-vous faire confiance à quelqu'un qui n'est jamais à sa place, puis qui ne sait jamais où il est à sa place, puis où ce qu'il doit être? Alors, quand une personne est centrée, voyez-vous, c'est qu'il y a des choses qui sont compliquées à expliquer. Être centré sur soi, ça veut dire qu'on ne se pose plus de questions. Est-ce que ça veut dire que si on cesse de s'en poser, on va se centrer? Ça se peut? Ça se peut que non. Parce que ça dépend des individus. L'individu qui cesse de s'en poser va nécessairement se centrer. Mais l'individu qui cesse de s'en poser pour faire comme celui qui cesse de s'en poser, ben il ne se centrera pas. Puis les nuances sont subtiles. En plus, c'est toujours la même crise d'affaires. Ça s'améliore toujours, mais il y a encore des égos qui sont structurés. Vous devez vous pardonner des choses. Je parle pour la personne et quelques autres, là, mais vous devez vous pardonner des choses.
Parce qu'il y a des étapes de cheminement qui ne peuvent pas se faire parce que vous ne vous pardonnez pas certaines choses. La personne peut dire, oui, mais il faut que je me pardonne quoi? Observez autour de vous, là, puis prenez les baromètres autour de vous, des choses comme ça, puis vous allez finir par trouver qu'est-ce qu'ils allaient être capable de décoder. Le verre d'eau qui se renverse, ça veut rien dire, là, mais essayez de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, même si ça veut rien dire. Lentement, vous allez trouver des parties de vous que vous ne connaissez pas suffisamment. Mais il y a encore des personnes qui se punissent. Se punissant, ils compliquent toute leur compréhension. Alors, tu peux dire des choses, là, mais on dirait qu'il y a, par exemple, 25 tiroirs, puis tu rentres une phrase dans un tiroir avec 25 mots, mais quand tu rentres ta phrase, la personne a la place un mot dans chacun des tiroirs. Fait que là, c'est tout, elle a tout, mais elle n'a pas compris tout à fait, puis c'est compliqué à comprendre, parce que là, elle veut relire la phrase, fait qu'elle ouvre un tiroir, elle lit vite, elle prend un autre tiroir, elle s'appelle du mot, ben, il fait 25. Rendu au bout, là, elle pense que ça en rappelle, mais ça n'a pas la... Bon, puis c'est compliqué. Il y a des... C'est ça. Il faut que la personne se pardonne. Ouais. Il y a des affaires maritales, parentales, il y a des affaires matrimoniales, il y a des cossins là, qui ne sont pas pardonnés. Existe-t-il une problématique quelconque à suivre le séminaire sur la colère mentale et être enceinte de 6 mois? Puis-je suivre le PMC3 ou une période de repos est nécessaire? Pour le PMC3, il n'y a aucun problème. Pour la colère mentale, c'est beaucoup mieux de ne pas faire le séminaire immédiatement. Mais pour le PMC3, il n'y a aucun problème. Pour la colère mentale douce, il n'y aurait pas de problème, mais le premier séminaire, c'est la colère mentale qui n'est pas douce. Dépendamment de l'individu, ce qu'elle va sécréter pendant le séminaire, etc., le fœtus va être nourri de ça. Puis, c'est probablement un bon bébé. Alors, ça vaut pas... Ce serait préférable d'être écologique pour tout le monde. Pour le PMC3, ça, il n'y a pas de problème à suivre. Ça, et pour le bébé, ça, c'est même bon. Commente sur la répartition de l'énergie durant cette période de gestation. Premièrement, la majorité des énergies qui sont inhérentes à la femme sont présentement dirigées vers le bébé, vers l'utérus. Énormément de sang a été additionné au corps physique pour nourrir le bébé. Présentement, du point de vue de la nature, la mère n'a absolument plus aucune importance. C'est uniquement le bébé. Ce qui fait que la mère peut être malade, elle peut vivre des dépressions, elle peut vivre plein de choses, mais tout est fait en fonction du bébé. Il y a même plusieurs femmes qui, après avoir accouché, ont des problèmes psychologiques, sinon psychiatriques, quelques mois, quelques années après. Pas tous, une chance. Donc, l'énergie est beaucoup plus canalisée vers le bébé. La planète Terre s'occupe du bébé. Il y a plein de choses. Ce serait compliqué à expliquer, mais c'est évident que présentement, la mère, elle devient un creuset qui sert uniquement à l'implantation d'un nouveau vecteur d'expérience, donc d'un être humain. Quand la mère va avoir accouché, si elle est capable de se centrer rapidement sur elle, c'est-à-dire que si elle ne donne pas tout à son bébé, elle va récupérer beaucoup plus rapidement. Maintenant, il faut faire attention. Il faut que la mère comprenne qu'elle ne doit pas se séparer du bébé. Il y en a qui vont vivre cette problématique-là à un moment donné. Ils ne sont plus capables de s'occuper de leur enfant du tout. C'est des minorités, mais c'est quand même, les hôpitaux sont pleins. Hein, c'est des minorités, mais une grosse minorité. Alors, énergétiquement, la mère doit rapatrier ses énergies du moment que le bébé a accouché. Puis par la suite, elle doit être capable d'aimer son bébé comme elle devrait être capable d'aimer n'importe quel bébé. Elle va récupérer ses énergies. Sans ça, le bébé de la naissance jusqu'à l'âge de 5-6 ans va être un grand têteux des énergies de sa mère. Puis dépendamment de la mère, elle peut se faire ramasser énormément. Bon. Donc la mère devrait... Il y a des stratégies, là, je ne vais pas expliquer tout comme ça, parce que ça dépend de chaque individu. Je pourrais dire des choses, puis après ça, on peut l'interpréter différemment. Bon, il y a certaines personnes qui auraient intérêt, quand le bébé est né, là, je ne veux pas le voir, amenez-moi le pas, non, tu sais, incubez-le, là. Dodo, maman fait dodo. Il est bon qu'elle prenne ça tout de suite. La mère adore, là. Coucher, ça ne dérange pas. Et puis, à un moment donné, ben, d'autres mères, ça serait, ben oui, il faut qu'on le prenne tout de suite. Il y a des bébés, quand ils naissent, ce serait bon qu'on ne les essuie pas. Tu sais, ça vient tout gluant, ça, là. Tu les essuies pas. On peut le montrer être sale. Parce que toute on va dire la graisse qui recouvre le corps du bébé, lentement, la peau va l'absorber. Il en a besoin, lui, là. Nous, on l'essuie tout de suite parce que c'est yark, c'est plus propre. Le bébé en a besoin.
C'est donc chaque état est différent. Au niveau énergétique, c'est évident que présentement, il y a une grande partie. Quand elle marche, par exemple, sur le sol ou à la place en auto, il y a des vecteurs d'énergie, des canaux qui la suivent partout au niveau de l'énergie vitale. C'est directement relié au fœtus. Toutes les mères vont vivre ça. Alors, c'est ça. C'est bon qu'elle garde ses énergies pour elle. Quand le bébé va être là, il faut qu'elle sache que c'est une femme en premier, donc un être humain. Puis ensuite, bon, elle est, disons, propriétaire du bébé, selon la loi. Mais faut pas qu'elle passe après le bébé. Parce que vous savez, le bébé, quand il va venir au monde, c'est la réincarnation de sa mère. Il y a du père aussi. Puis souvent, les parents, la mère surtout, parce que la mère, ça se réincarne plus. Pendant 9 mois, elle se réincarne dedans. Et en plus, ils ont l'impression souvent que le bébé, c'est plus important que les autres, inconsciemment. Ils donnent tout au bébé. Mais faites confiance à votre bébé. Si c'est un téflon, donnez-y tout, puis il ne vous restera pas grand-chose après. Puis si vous ne donnez pas trop, là, juste ce qu'il a besoin, il ne manquera jamais de rien non plus. Et vous non plus. Si des personnes nuisent à Genesis, à l'académie, pourquoi ne pas leur mentionner directement qu'elle serait mieux ailleurs? C'est ce qu'on fait. Aussi, on leur a écrit des lettres. Il y a plusieurs personnes qui on leur a dit qu'il fallait qu'ils prennent un repos d'1 an ou de 2 ans. C'est ce qu'on fait. Faites-en pas. Si vous vous sentez visé et on ne vous l'a pas dit, c'est parce qu'on ne parle pas de vous autres. Mais c'est ce qu'on fait, effectivement. La négoïsation commence-t-elle par guérir le corps physique, d'abord, ou par former le double éthérique? La négoïsation fait les deux. Mais, encore une fois, l'intelligence est véreuse. Vous commencez à guérir. Vous avez compris qu'il fallait, par exemple, plus dire le mot patate. C'est un exemple. Hein? Bon. Et puis là, ça commence à guérir. Là. Ça guérit un peu. Et puis là, vous pensez vous l'avez. Là, vous dites plus le mot patate, ça guérit. Puis là, subitement, ça recommence à être malade. Bon, c'est parce qu'il y a le mot ver de terre, il ne faut plus dire non plus. Là. L'intelligence, c'est un peu comme ça. C'est que quand tu règles une chose, ça t'améliore. Mais si tu continues pas à t'améliorer, on va revenir. Donc, la négoïsation, ça règle tous les plans en même temps. Sauf que si c'est un bon baromètre pour vous bouger, on n'en cherchera pas d'autres, on va se prendre celui-là. Vous êtes cancéreux? Les nez sont cancérigènes. Vous êtes cancéreux? Et puis, ça commence à guérir, et puis vous asseyez sur vos lauriers. Bien, là, ça va, à un moment donné, il va y avoir une rechute. Donc, l'individu, la négoïsation place tous les plans en même temps, sauf qu'évidemment, le plan physique est le dernier à réagir. C'est le dernier à réagir pour être malade, puis c'est le dernier à réagir pour être guéri. C'est le plan le plus dense. Le Nazaréen a fusionné avec son corps de lumière. Cette fusion s'est-elle faite lors de la transfiguration ou au moment de mourir? C'est après sa mort, au moment de mourir. Lors de la transfiguration, ce qui est arrivé simplement, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues jaser avec le Nazaréen, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui sont venues se fusionner temporairement avec l'énergie du Nazaréen, puis qui ont pénétré son corps physique. Donc, il était... terrifié, c'est sûr, mais c'est plus qu'il terrifié. Il était éluifié, il était divinisé, il était... En tout cas, mettez ça. Alors, c'est un peu comme si, à un moment donné, je fais une réunion avec des amis. Et puis, eux, pour qu'ils puissent vraiment discuter avec moi, il leur faut un corps physique, mais il n'y en a pas de corps physique. Je leur prête le mien. Il faut qu'on s'amasse 4-5 dans la même maison, dans le même corps. Parce que c'est évident que je suis transfiguré. Alors, j'aurai la figure de d'autres. Il va se passer des choses comme ça. Mais ce n'est pas une fusion, c'est pas... c'est une fois qu'il est mort qu'il a achevé ces petites choses. Quand je dis que c'est cancérigène, c'est une farce. Okay. Est-ce que Lazare est impliqué dans le projet Biosphère 2 en Arizona? Non. Non, le projet Biosphère 2 en Arizona, c'est la continuité après... C'est pas tout à fait la suite logique, mais je donne un exemple. En 1979, il y avait le projet Envol, Société nouvelle sur une île, etc. Après ça, il y a eu les prémices, bon, il y a eu des communautés qui ont essayé de faire des choses similaires. C'est des visions d'avenir qui sont transposées dans le présent, qui sont appliquées quand c'est pas le temps, mais ça permet de nourrir le monde astral pour préparer les égos, à un moment donné, à être capables d'accepter ce futur possible. Bon. Et par la suite, il y a eu, disons, il y en a eu plusieurs, mais je donne des exemples, on résume. La cité écologique de l'ère du Verseau. Bon, des grandes serres, des ci, des ça, puis les enfants, sont les maîtres. Ça n'a pas été long que les enfants, c'est les maîtres d'œuvre. Ils s'en servaient pour travailler, ils vont y réveiller à 4 h du matin, puis ceux qui n'écoutaient pas, on les douchait.
puis s'applanter. Ben, c'est pas le temps. La biosphère 2, c'est la même chose. Ils prennent quelques individus, ils les enferment pour quelques années là-dedans, et puis c'est génial, ça coûte des millions de dollars, puis c'est fantastique. Alors, il y a des sphères géodésiques, etc. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même énergie de l'avenir qui est copiée sur la planète. Alors, il y a un bonhomme, un milliardaire, qui a financé toute l'affaire au complet, et puis il met quelques personnes là-dedans. Mais non, le hasard n'est pas lié à ça. C'est simplement ça, parce qu'il y a des individus qui utopisent sur la planète Terre, et donc utopisant, ils réincarnent des mémoires de l'avenir. Réincarnant des mémoires de l'avenir, c'est placé dans le monde astral. Et il y a des personnes qui ramassent ça. Et c'est ce que j'explique souvent aux individus. Souvent, on va avoir des idées géniales, mais on n'a pas ces idées-là pour les faire. On les a uniquement pour les avoir. Ça expand notre conscience. Ça nous permet de grimper des échelons, mais on n'a pas les idées pour les mettre dans la matière. Puis après ça, il y en a d'autres qui vont les mettre dans la matière, qui vont s'essayer. Mais quand c'est pas le temps, tous ceux qui vont s'essayer vont simplement manquer leur coup. Essayer. Encore une fois, c'est pour nourrir le monde astral, pour préparer les individus. La journée que quelqu'un va vouloir faire quelque chose de vraiment correct et que ça va être le temps, le peuple va être prêt à pas trop chialer contre. Donc on essaye des choses avant. Mais ce projet-là, c'est aussi pour aller sur Mars, pour... Ouais, mais c'est... Non. Non, mais non, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est même pas subventionné, c'est même pas supporté par les vraies autorités. Il n'y a pas un martien qui est intéressé à ça. Non, mais c'est même pas supporté par les vraies autorités. L'individu, ce qu'il dit simplement, c'est que c'est pour donner un coup de pouce, pour aider, ou etc. Mais ils vont peut-être découvrir que la biosphère est bonne pour aller sur Mars. Mais il faudrait qu'il n'y ait personne dedans. Parce qu'attends de voir l'humain là-dedans. Mais ça, c'est des raisons qu'ils donnent là. Mais c'est uniquement, encore une fois, on attire des réincarnations. Lazare n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a même pas besoin de s'en occuper. De toute façon, le rôle de Lazare est un rôle qui diminue d'année en année, qui s'atténue progressivement, parce qu'il y a des êtres humains intelligents qui sont de plus en plus conscients de leur intelligence, de leur capacité. Alors, tout ce qui regarde le neuf, la nouveauté, Lazare n'est pas impliqué là-dedans. Il l'a été longtemps dans le passé, c'est un grand inventeur. Un grand inventeur. Mais aujourd'hui, les nouveautés, ça procède d'autres faisceaux sur lesquels on pourra revenir à un moment donné, mais c'est pas le temps présentement parce que ça dénuderait trop Lazare en fonction de l'impression astrale qu'il crée. Tu te mouches, toi aussi, quand je me mouche, tu te mouches. J'ai un problème, j'ai pas de mouchoir. Vous moucher. Pas de mouchoir. Alors là, il parle encore de Lazare. Est-il un personnage public connu aux États-Unis ou occulté? Non, c'est un personnage qui est occulté, qui est présentement réincarné dans plusieurs individus. Il y en a un au Québec, il y en a une dizaine aux États-Unis, il y en a 2-3 en Angleterre, il y en a un et demi en France. Il y en a un qui est bien investi, l'autre un peu. L'Union soviétique aussi, ah oui, le Lazare, oui. Et puis en Afrique du Sud, il y a des tentacules là, mais il n'est pas là. Mais il y a plusieurs places comme ça, je préfère le tour, là, mais... Les schémas d'évaluation sont basés sur les schémas d'interprétation. Y a-t-il des schémas de conscientisation? Non. La spontanéité, puis vous saurez toujours, quand ce sera nécessaire, que vous le sachiez exactement ce qu'il en est. Il n'y a pas de schéma de conscientisation. C'est sûr que l'humain va s'en créer au niveau de son interprétation ou de son évaluation. Mais c'est pas un vrai schéma de conscientisation, ça reste un schéma d'évaluation, donc un schéma d'interprétation. Est-ce qu'un schéma est un égrégore? Le schéma est un égrégore, puis le schéma, c'est un moule, une étampe, un filtre. Fait que tu arrives en carré, quand tu as passé dans le schéma d'interprétation, tu es une sphère, tu es un cercle, tu es un rond. Mais, puis ce qui est amusant dans le schéma d'interprétation, c'est que l'énergie ou ce que l'on perçoit, c'est beaucoup plus fluide que solide. Quand, par exemple, disons qu'on aurait une forme carrée, un cube qui s'en vient, qui frappe le schéma d'interprétation pour en faire, disons, quelque chose de rond. Il n'y a pas juste le centre du cube qui traverse, puis le reste là. Tout le cube au complet va finir par se défaire à travers le schéma, puis tout le cube va sortir selon une tige là-bas, un tube, une tige. Alors l'individu, c'est que énergétiquement, on n'a rien perdu en termes d'énergie. On n'a plus de cube, on a maintenant une tige. Mais en termes de volume, c'est la même chose. C'est pourquoi ça fausse tant l'humain. L'humain ne s'en rend pas compte qu'il lui manque des choses quand il déforme tout.
sais, oui, mais je t'ai tout dit clairement. Tu sais, c'est tout. Toute l'énergie que j'avais, là, est passée là, là. Tu comprends rien. Lui, il l'a déformé, l'autre l'a déformé. Tout est là, mais c'est plus ça. Parce que dans le contexte actuel, la forme fait partie des mécaniques qui doivent être préservées si on veut communiquer quelque chose. Puis si je dis allume la lampe, que je ne vais pas arriver avec un briquet, mais aller mettre le feu après la lampe. Il attache ses souliers. Mais il attache ses deux souliers ensemble. Il ne peut plus marcher. J'ai attaché mes souliers. Non, mais c'est des niaiseries. Bon. Mais c'est ça, les schémas d'interprétation, c'est un peu la même chose. Tout est là. Je vais prendre mais t'as une rien marche. compris. Ouais, prendre une marche, tu sais. Une marche. Est-ce les schémas d'interprétation qui empêchent l'être transitif à sauter la barrière en un monde nouveau? Ah oui, c'est juste ça. Ben, juste ça. C'est tout ça. Ça fait partie des murs qui empêchent la désinhibition. Ça fait partie des mécaniques qui vous ancrent ici pour vous empêcher de traverser la grande barrière. Vous avez peur de vous interpréter, vous avez peur d'être jugé, puis quelqu'un va dire, ah ben ok, moi je me fous de ce qu'ils vont dire, puis j'y vais. Mais non, là, t'es un gros égo, là, tu passeras pas plus. Là, c'est pas le schéma d'interprétation qui t'empêche de passer, c'est ton égo. Le fait du pouvoir, le fait que tu joues à, le fait que ça te libère, ça te désinhibe pas. Très important, la désinhibition. La libération fait en sorte qu'on arrive à jouer et à être bien. Mais on avance nulle part, on n'a pas d'intelligence. La désinhibition se fait par l'intelligence. Il y en a un tout à l'heure qui disait, moi je suis presque fier, je suis content de savoir que les jeunes sont aussi poignés que nous autres. Ce qu'il veut dire par là, c'est que ce qui est content simplement, c'est de savoir que c'est inné, l'inhibition. À la naissance, on est poigné égal. Tous égaux. On est tous égaux dans le poignage. Et c'est pas ça qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que finalement, autrement dit, ça se rempire pas en vieillissant. Non, ça se rempire pas en vieillissant. Le jeune de 4 ans qui est inhibé, il souffre des mêmes symptômes, la sensation de la barrière, les frustrations internes, les mouvements internes que l'adulte. C'est identique. Celui qui est pogné, psychologiquement, c'est pas la même chose. Je parle d'inhibé. Celui qui est inhibé, donc il sait. Il sait qu'il devrait le faire. Il sait qu'il peut pas le faire. Puis il vit les mêmes choses qu'un adulte de 65 ans. Bon. Alors, l'humain doit vraiment tout comprendre, les mécaniques au complet. Quand on parle de briser les schémas d'interprétation, ça fait partie de la désinhibition, ça fait partie de toute la mécanique au complet de la fusion, puis ça ne se fait que par de l'intelligence, donc on ne peut pas mimer, imiter. Voyez-vous, c'est qu'on ne peut pas s'efforcer d'eux, mais on doit s'efforcer d'eux. Ça veut dire que prends ton corps puis bouge. Mais fais-le pas dans le genre, bon, ok, moi le faire. Parce qu'il y a encore de la libération là-dedans. Mais par exemple, ici, il y a un verre d'eau, puis tu penses pas que tu es à la hauteur de boire devant du monde. Puis là, tu as soif. Puis tout le monde te dit, pas de problème, tu peux boire. Si tu as une inhibition, tu ne pourras pas plus boire, même si ils sont tous d'accord. Là, tu vas vouloir bouger ta main, puis ça c'est l'énergie qui brûle en dedans, puis ça se tourne, puis il n'y a rien à faire, tu peux pas. Là, ça va être, prends ton corps, puis bouge. Bon, ok, moi boire. Là, tu es libéré. Ça va être, je ne peux pas, puis là, je le fais. Puis là, tu as l'air d'un gros épais, là, tu sais, je vais juste boire de l'eau. Mais là, je le fais. Puis tu sens toute l'inhibition qui veut pas que tu le fasses. Puis là, tu le lèves, puis tu sens l'inhibition qui veut pas que tu le fasses. Là, tu es en train de te désinhiber. Mais tu es toujours conscient. Tu peux faire 3 ou 4 grimaces au monde pour rire. Ils vont rire avec toi. C'est l'ego qui se protège un peu. Bon, c'est correct. Faut que tu comprennes la mécanique. Faut pas que tu dises, ah, ben regarde, là, je fais un rire. On vient de dedans, on t'a bien distrait, hein? Fallait que tu boives. Fallait pas que tu nous parles, que tu ris. Puis à un moment donné, la personne, elle essaye, puis Maud t'a dit qu'elle peut pas, puis là, elle va trouver ça drôle, puis elle va avoir une grosse épaisse, la personne, puis à un moment donné, elle va boire 3 ou 4 gorgées, puis subitement, elle va boire le verre au complet, puis elle va avoir, ça va être réglé. Elle va avoir monté une marche, elle va réussir à traverser une autre partie de son nez à travers la barrière de la désinhibition. C'est pourquoi l'humain doit faire l'effort, mais pas faire l'effort dans le sens, bon, ok, moi le faire, etc. C'est pas ça du tout. C'est dans l'intelligence, ça va brûler énormément, mais ce que ça brûle, là, on est en train de transmuer une partie de ton ego en double éthérique. C'est sûr qu'il se passe de quoi en dedans. Puis là, si tu arrives à bouger ton bras, puis à le faire, là, en dedans, on est en train de te créer un double éthérique. Mais il faut que tu sentes le phénomène. C'est pas, quand tu sens plus rien, bon, puis tu le fais, c'est facile, ou c'était déjà créé, ou tu es libéré. Tu comprends? Mais si tu dis, je te dis simplement, ben écoute, téléphone-moi si t'as un problème. Là, je vous dis pas ça, là. Bon. Tu sais, mais je te dirais ça, là. Téléphone-moi si t'as un problème. Puis là, tu viens pas m'appeler, puis mais là, il m'a le dérangé, tu sais, puis d'un coup, il pense que je veux le téter, tu sais. Mais c'est vrai, tu veux me téter, donc c'est correct, je le pense.
Puis là, tu commences à signaler, puis à un moment donné, là, tu peux plus, puis là, ça sonne, puis tu raccroches, puis tu espères que je serai pas là. Puis si tu te désinhibes, ça veut dire que malgré toute la perturbation énergétique, tu fais le mouvement, tu fais l'affaire au complet. Bien là, tu te désinhibes. Là, tu te crées un autobutérique. S'il n'y a pas la sensation puis la saveur du problème pendant que tu fais le problème, tu es à libérer. Ou bien, c'était déjà réglé. Mais si tu as un problème au départ, puis quand tu le fais, tu le sens plus, tu es libéré. Si tu as un problème au départ, puis quand tu le fais, tu sens le problème, tu restes conscient, tu maîtrises le problème, tu vas jusqu'au bout, tu crées un autobutérique. Là, tu te désinhibes. C'est pourquoi, tu sais, l'humain, il passe son temps à vouloir fuir des petites bébelles, mais c'est même pas des souffrances. C'est des souffrances parce qu'on les interprète. C'est des souffrances, ou surtout aussi parce qu'on les fuit, parce qu'on résiste contre. Mais c'est pas une douleur. C'est une douleur qui fait pas, c'est une douleur qui fait mal. C'est pas une douleur qui fait mal, c'est une douleur qui fait pas mal. C'est une perturbation. Puis à un moment donné, ben, c'est sine qua non de prendre son corps puis de le bouger, de faire ce que vous devrez faire. C'est facile, par exemple. Bon, est-ce que je peux emprunter ton auto? Non, est-ce que je peux fouiller dans ton frigidaire? Tu me dis oui. Et bon. Là, je viens pour fouiller dans son frigidaire, puis il me semble que je vais le déranger. Il me semble que... Il m'a dit oui. Donc, j'ai pu là, tous les schémas d'interprétation, je dois les laisser tomber. OK? Là, maintenant, ça ne me regarde plus que moi. Je suis pas capable parce que je suis inhibé. OK. Que je fouille ou que je fouille pas, OK. Mais pas à cause de lui. Si je ne demande pas la permission puis que je peux pas, ben là, je suis inhibé, mais en même temps, ce serait bon que je demande la permission pour me libérer. OK? Mais quand c'est réglé avec les autres, après ça, il reste avec toi, mais là, sens le problème, mais prends ton corps et bouge-le. Tu vas faire d'immenses pas. Les schémas d'interprétation sont-ils la nourriture de l'ego? Non, mais par contre, c'est ce qui va... C'est les recettes. C'est ce qui va transformer votre vie. L'événementiel, ce que vous allez vivre et percevoir, ça va les assaisonner pour nourrir l'ego. Le grand maître occulte des Templiers existe-t-il encore? Dans quel pays? Oui, en Angleterre. Quel est son nom? Quel est le nom de l'organisation qu'il dirige? Templiers. Ils ont des succursales. Mais faut pas trop en parler. C'est bon qu'ils sachent. C'est bon qu'ils continuent à savoir, à penser qu'on sait pas. Quand serons-nous dessujettis du priori Sion? Je passe la feuille. Il y a une autre question. Quand serons-nous des assujettis? Oui, deux fois la même question. Nous allons être des assujettis, On veut répondre aux deux en même temps. Hein. Bon, c'est pas la même question. Bon. Quand vous serez plus assujetti à lui? J'en pense, t'aurais pu répondre ça? Oui. Toi, t'aurais pas eu raison, moi j'ai raison. Parce que moi, je sais pas quoi. Bon, c'est compliqué à répondre. Pourquoi? Parce que je pourrais répondre comme la personne veut que je réponde. Puis je pourrais répondre comme je veux répondre. C'est pour ça que je le cache. Et puis... Parce que ma réponse plate à moi, c'est que... C'est donc d'être assujetti aux priorités. Autrement dit, c'est donc d'être assujetti à votre karma. Autrement dit, c'est donc d'être assujetti à la mémoire. C'est facile à dire. Maintenant, comment on le fait? Développez donc l'intelligence. Je ne veux pas trop en dire là sur le moment comment on se désassujettit d'une grande mécanique. Le priorisation, n'importe quoi, ça peut être de sa lignée génétique familiale ou ces choses-là. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas suffisamment de temps. Et puis il y a des personnes qui peuvent interpréter, des égos qui peuvent se faire ramasser pour essayer des choses, puis c'est pas ce que j'ai dit, mais ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. Mais une chose certaine, c'est que l'individu doit développer ce que vous savez déjà. Travailler vers la transparence, travailler vers la désinhibition. On a parlé de la douceur, c'est très important d'être doux.
utopiser, accepter l'écœurement sans la déprime, etc., etc. Ces choses-là, autrement dit, travaillez donc là où on doit aller, puis laissez donc faire le passé. Alors, je répète ta question, quand serons-nous des assujettis du prieuré de Sion? Bis. Vous devez absolument être un être nouveau. Vous devez prendre la majorité de vos neurones cérébrales pour exprimer à l'intérieur d'elles ce que c'est que l'être nouveau. Vous devez cesser, vous devez refuser, vous ne devez plus autoriser l'expression de l'animal humain dans votre contexte cérébral. Le prieuré de Sion, les karmas et tous les quotients au complet ne pourront pas vous suivre de l'autre côté. Donc, on ne se désassujettit pas de telle affaire en particulier, on s'arrange pour sortir du pays. Bon, là, tout est fini. Les lois, c'est plus les vôtres. Les limitations, c'est plus les vôtres. La mauvaise alimentation, ça ne vous regarde plus. Les coquerelles des hôtels, c'est plus pour vous. Il n'y a plus de problème. Les barrières, les postes frontières à tous les kilomètres, vérifiez si vous êtes toujours le gars que vous avez été au dernier poste de garde. C'est plus ça. C'est fini. Les cartes de rationnement, c'est fini. Mais dites-vous pas comment je pourrais faire pour avoir 3 cartes de plus pour acheter du pain un peu plus. Comment je pourrais faire pour pas me faire arrêter à chaque poste de vérification? Comment je pourrais changer de pays, torieux? C'est tellement facile, puis c'est tout près, il y a des humains qui vont le vivre. Mais là, je l'explique là, on va revenir là-dessus probablement avec beaucoup plus de mots à un moment donné. Mais vous devez réserver de plus en plus de place dans votre cerveau pour ce que vous allez être, c'est-à-dire pour ce que vous êtes dans l'avenir. Vous ne devez plus laisser votre corps physique dans les mains de l'animal humain. Je dis souvent, ça essaie de chialer. Le chiolage, c'est partie de l'animal humain. Vous avez chiolé une grande partie de votre vie, puis finalement, aujourd'hui, ça va pas changer grand-chose. Vous en avez détesté des choses, vous êtes passé à travers quand même. Vous avez eu peur d'un paquet d'affaires. La majorité de ce que vous avez peur n'est jamais arrivé. On en perd plein de temps. Cessez d'agir. Vous avez une crevaison, vous remplacez le pneu. J'explique ça de temps en temps. Vous êtes un extraterrestre, par exemple. On vous envoie en mission, même mieux que ça. Peut-être un humain ordinaire, parti de Montréal. Là, on vous envoie bien équipé, bien entraîné en mission sur le plateau Mato Grosso en Amazonie. Puis là, vous rencontrez une peuplade d'Indiens Yuppies. Ouais, c'est des réducteurs de tête. Mais, va pas là, toi. Ils vont se compétitionner, en tout cas. Mais, Et puis, à un moment donné, eh bien, vous arrivez là. Puis là, il y a un Indien Yuppie, là, il vous montre comment chasser le singe avec une sarbacane, puis c'est des fléchettes avec du curare après, ça paralyse le système respiratoire, puis ça tue. Bon. Là, à un moment donné, là, vous tirez avec votre fléchette, puis c'est bouché. Vous venez de Montréal, puis vous êtes là pour étudier les Yuppies, ou bien non pour les aider. Là, allez-vous faire comme les Yuppies, là. Là, je vous décrirai pas le langue, là, mais disons en français, là. Maudit tarbacane, bien, bon. Là, vous la cassez, vous prenez une branche, vous poussez l'aiguille dedans. Allez-vous être en Yuppie? Pas si vous vous rappelez qui vous êtes. Là, vous essayez ça, pouf, ça bouche. Ah ben, je comprends maintenant pourquoi son mec. Puis là, tu vas essayer, tu vas améliorer la sarbacane, tu vas inventer le savon, tu vas faire quelque chose. Ça glisse. Le Yuppie, là, il se promène à un moment donné, puis là, la femme du voisin est venue embrasser son cochon. Hein? Chez les cochons, là-bas, c'est comme les enfants. Il y a les femmes à ça, puis tout ça, bon. Là, c'est la grosse chicane. Là, vous êtes là, embrassez son cochon. Vous n'allez pas agir en Yuppie, hein? Quand vous êtes à Montréal, là, bon, vous pliez 5 pieds, là, agissez donc pas en humain. C'est la même chose. Là, vous allez les regarder faire, là, c'est-tu possible? C'est la grosse chicane de famille parce que l'autre a donné du lait au cochon du voisin, puis bon. Ou bien, à un moment donné, ben là, elle a poussé son chat, puis avec son balai, là. Puis c'est toute une chicane. Vous savez, c'est grave, hein, moi, c'est toutes des amanchures, ça, là. Vous avez mangé des fourmis alors que vous n'avez pas offert à l'autre. Il y a une fourmi qui s'est poussée de son assiette, là, puis l'autre l'a ramassée avec son pic, puis il l'a bouffé. Il a piqué ma fourmi. Mais c'était une insulte. Parce que les fourmis, c'est comme du caviar. C'est le caviar, il se pousse pas, il est poli. Mais tu sais, les fourmis.
Puis là, vous regardez ça, vous allez penser quoi? Écoutez bien. Dans ces peuplades-là, puis mettre le pied sur l'ombre du chef, c'est une insulte. Fait qu'imaginez quand le chef il se promène à la course pour aller aux toilettes et le monde il t'achète son ombre. Hein? Non, mais c'est une insulte. D'ailleurs, le chef, il fait exprès, il fait attention pour ne pas que son ombre touche vos huttes. Parce que c'est une marque de respect, c'est comme c'est pas ça, il faut venir le têter si son ombre a touché votre... Là, vous regardez ça, vous autres, à un moment donné, là, puis là, il y a un petit jeune de 3 ans qui passe sur l'ombre du chef, la grosse chicane. Le petit jeune, on le chicane comme il faut, il comprend rien, mais il va comprendre. Que quand le soleil est là, puis le chef il est là, tu passes pas là, tu sais, il faudra qu'il comprenne. Puis là, vous regardez ça, vous, là, puis vous dites, ça, c'est le vie. Vous dites qu'il pourrait avoir un micro-ordinateur à la place. Tu sais, hein? Ils se promènent, ça, c'est le luxe total. Ils se font des souliers 100 000 km. Tu connaissez ça? C'est des souliers faits, la semelle est faite avec des vestiges de pneus Michelin. Bon. Alors, ils ramassent les pneus d'un cours à scrap, puis ils font des semelles avec ça. C'est des souliers 100 000 qui gardent ça des générations. Là, ils marchent avec ça, là, puis ils sont heureux. Il y a les broches de pneus radiales qui sortent un peu, ça accroche partout. Puis quand tu arrives chez vous, tu as la moitié de la jungle à pogner après, tu te ramasses là. C'est le luxe! Vous allez trouver ça comment? Mais là, vous vous déprimez pas. Vous savez que vous êtes là pour faire quelque chose. Mais vous pensez pas que c'est le luxe. Qu'il y en a qui tripent ses souliers, puis qui montent à tout le monde, qui en parlent à tout le monde, il arrive à trouver. Ben ouais, 4 saisons, par exemple. Puis là, il monte ça à tout le monde, il est fier de sa semelle qu'il a trouvée. Et vous regardez ça, puis vous dites, tabarnouche, hein, ça. Il y a d'autres choses à faire dans la vie que d'être fier de sa semelle de soulier. Nous, ici, on a exactement la même chose. On a des nouveaux souliers, nouveaux mobiliers de salon, on a n'importe quoi, là. Bon, mais c'est ça, tout fier. Puis quand il arrive la moindre petite bebelle, imaginez, moi, je suis rentré dans une hutte, là, puis c'était fait en planche de bambou, on voyait à travers. Il y a un jeune, à un moment donné, c'était à côté de dedans, ça l'a déformé un petit peu. Il s'est pas fait chicaner, mais on a vu que c'était pas correct. Fait qu'il fallait qu'imaginer qu'on a un mobilier, là, fait en planche de bambou, attaché avec des lianes, etc. Puis là, à un moment donné, vous arrivez, puis maintenant, quelqu'un arrive, puis il grave son nom dedans. C'est la grosse chicane. Là, vous regardez la table en bambou, là, puis elle est assez laide, la table en bambou, que c'est le feu qu'il faudrait mettre dedans, pas graver son nom. Puis l'autre, il est tout insulté parce que tu as gravé son nom d'une table en bambou que tu te poquais. C'est un peu comme toi quand tu arrives avec ton auto qui est une scrap, puis là, tu chiales parce que quelqu'un s'est assis sur ton capot. Puis elle est toute rouillée du poquet, il manque le pare-choc en arrière et tout ça. Ça sert à peu près la même affaire. Là, tu te dis, ben voyons donc, c'est-tu exagéré? Ben là-bas, on vivrait ça. On n'embarquerait pas comme eux autres. Il y a une tribu, là, c'est intéressant. Eux autres, ils se baignent jamais tout nus, ils se respectent. Ils sont tout nus, mais ils ont un petit cordon autour de la ceinture, une petite corde attachée. Elle cache rien. Puis quand ils se lavent, là, ben quand ils ont une petite corde, là, ils se tournent le dos pour se voir. Parce qu'ils se respectent. Puis là, ils se lavent, ils lavent le corde, ils mettent une petite corde, ils sortent. Ah oui. Il y a un blanc qui est arrivé là, il a dit crime à ici, il se baigne tout nu, il s'est déshabillé. Toute la gang, le monde, tout il n'y a pas de corde. Non, mais c'est exactement ça. Puis je vous compte pas des salades, c'est vrai. Bon, le gars n'a pas de corde. Le gars, c'est-tu poli, c'est-tu le monde en revenait pas. Là, il y en a un qui a amené une corde tout de suite. Il m'a l'habillé, ce gars-là. Le gars, il a mis sa corde. Tout le monde était correct. Le gars avait sa corde. Tout le monde t'accordait. Mais c'est exactement ça. Quand on vit ici à Montréal, quand on vit dans ces bebelles, là, on met tellement, vivez donc comme si vous étiez intelligent. En résumé. On l'est intelligent, mais il faut que ça s'exprime. Sans ça, à tout bout de champ, on est là à chialer, à crier, etc. Ça n'empêche pas que quand on vient vous faire vous écœurer d'une façon à vous forcer à faire une colère, on en fait une. L'idée n'est pas là. C'est de ne pas vivre en être humain. Là, on va se désassujettir du priorité. On va se désassujettir de toutes les mécaniques astrales de manipulation. Et si l'humain traverse, le reste ne peut pas suivre. Fait que c'est de t'approcher le lion qui s'en vient, là, tu cours plus vite que lui, tu cours à la même vitesse que le lion. Fait que cesse d'arrêter pour y lancer une flèche. Tu sais, à chaque fois que tu arrêtes de lancer une flèche, tu manques ton coup, lui, il se rapproche. Bon. Puis là, tu cours à la même vitesse que le lion, tu t'arrêtes encore, tu lances une autre flèche, tu pas une patte, tu continues à courir aussi vite que toi encore. C'est court donc, quand tu as traversé, là, il peut pas te suivre, lui, fini. Fait que c'est banal. Quand la vie du corps physique est menacée dans des incidents successifs, comment discerner entre la paranoïa que suscite une mécanique astrale et une menace réelle d'élimination? Ben, soyez pas paranoïaque. La paranoïa, c'est lorsqu'on s'imagine que tout l'extérieur nous en veut.
Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un qui est perdu au Vietnam, puis c'est tous des ennemis qui l'entourent, ça tire de tout partout, il n'est pas paranoïaque. Tout le monde y en veut. Bon. Il peut piler sur une mine, il peut accrocher un câble, attacher une grenade, il peut, bon, etc. Même ses chums, s'ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils ont bien peur, ses chums peuvent le tirer. Tout le monde y en veut. Il n'est pas paranoïaque. Mais s'il a peur que tout le monde y en veuille, il est paranoïaque. C'est juste ça qui a la différence. C'est ça, avoir la tête claire. Il t'arrive plein de problèmes. Ouais, mais là, moi, je commence à m'inquiéter. Ah, mais, tu sais, je ne veux pas virer paranoïaque, je ne veux pas virer. Écoute, inquiète-toi, c'est le temps, là. C'est pas peine de s'inquiéter. Mais être alerte. Mais n'ayez pas peur d'être paranoïaque. Soyez intelligent, simplement. Moi, j'ai pris mon automobile à un moment donné. J'avais des bons pneus après ça. C'est des pneus d'hiver, mais c'était des pneus d'été en avant, des pneus d'hiver en arrière. Mais c'est des pneus qui sont très, très, très larges. Et puis, je m'en vais à Québec. Et puis, à un moment donné, avant de partir, je fais ajuster le train de direction de... le système de direction de l'auto. Puis là, je me dis, ouais, mais là, j'ai l'impression qu'ils n'auront pas serré un boulon comme il faut. Puis à un moment donné, ben là, tu peux perdre s'ils se défait, les roues, ils s'en vont où ce qu'ils peuvent. On dépasse un grand camion sur la route, puis à un moment donné, ben, j'ai plus de direction, j'ai plus rien du tout. On s'est promené, on a fait un tête à queue complet. Là, je reculais aussi vite que le camion. Là, je voyais le chauffeur qui était en avant, qui me regardait, il me regardait. On était en train d'écouter une émission de radio qui était intéressante en plus. Puis là, à un moment donné, ben là, on est revenu dans le sens du bon chemin. Mais là, moi, je voulais stationner. Moi, là, je n'avais plus de direction. Fait que j'ai stationné dans l'accotement au milieu, c'est-à-dire que je me suis rangé pour prendre le champ. Il y a de la neige. Paranoïa, non. Tout le long, en m'en allant, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Là, je suis sorti pour voir comment mes roues étaient, puis en sortant, j'ai vu que les deux roues étaient braquées dans la même direction. Là, je me suis dit, il y a un problème. Il devrait être au moins... Fait que là, je fais le tour de l'auto, j'arrive sur l'asphalte, puis je tombe quasiment à terre. C'est couvert de glace. Mais mes roues étaient correctes. Les boulons étaient serrés. Puis il y avait de la glace. Puis comme on voyage au Québec, n'est-ce pas, les chemins sont comme ça, là. Quand je suis venu pour rentrer, ben là, ça a tiré le char du devant, puis le char s'est mis à l'arrêt. Bon. Fait qu'une fois que c'est réglé, ça, j'ai su mes boulons très corrects. On est revenu sur le chemin. Après ça, je n'étais pas paranoïaque, c'était réglé. Je roulais plus lentement. Puis je dépassais plus des endroits où les chemins sont originaux. C'est très, 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 très simple. La personne, elle vit des problèmes, qu'elle soit alerte. Si elle a peur de tout, ou si elle a peur que les choses lui arrivent, c'est dangereux psychologiquement, on vient pas fou pour ça. Sauf que la personne doit être alerte. C'est bien simple. Quand je vais dans un chantier de construction, je ne suis pas paranoïaque. Je pas peur que les clous sortent à travers les planches et me rentrent dans les pieds. Mais je fais attention à ne pas appuyer sur des clous qui sortent déjà des planches. C'est être alerte, c'est ça. Je ne me pose pas la question si je suis paranoïaque. Et souvent, il y a du monde avec qui... J'étais avec du monde aux Everglades. À un moment donné, chacune personne, puis on est sur le bord d'un lac, puis là, elle veut se baigner. Je dis non, baigne-toi pas, il peut y avoir des alligators. Ah oui, non, un beau lac de même, il n'y a pas d'alligator là-dedans. Moi, je connais ça, la jungle. Je suis pas paranoïaque. À un moment donné, on voit une araignée. Fait que là, elle approche, elle touche. Ah, c'est cute. Attention, il y en a qui sautent. Mais oui, non, tu sais, je suis paranoïaque. Je suis sur le bord, j'ai paranoïé tout le long. Mais j'ai pas paranoïé en réalité, j'étais attentif et non, c'est dangereux. Puis là, à un moment donné, sur le bord du lac, la personne avait se baigner. Puis là, il y a un gars avec son bicycle qui est un petit peu plus loin, puis là, il est proche du lac. D'un coup, le gars, il recule de quasiment 30 pieds. Il y a un alligator qui est sorti du lac, l'a quasiment ramassé. Et là, il a compris que j'étais pas paranoïaque, puis que c'était préférable de pas se baigner dans le lac. Tu sais, la nuance. Puis souvent, moi, quand je vais avec des individus dans des endroits particuliers, les gens, ils peuvent penser que je suis paranoïaque ou je suis père poule. Non, On va dire, t'es bien peureux. C'est ça. Oui. Mais c'est ça, la personne, c'est une grosse nuance. Je suis pas paranoïaque. C'est dangereux, c'est dangereux. C'est pile pas là, fais attention à ça. Non, moi, je souhaite mettre ton chapeau, tu tiens ton bâton. Mais moi, on dit, t'étais bien paranoïaque. Écoute, t'es pas au cinéma, là, t'es dans le jungle, tiens. Fait que c'est pas... Cette personne, c'est ça. Elle a juste à être attentive. La vie, elle va finir par la lâcher. Ça va passer. Elle va continuer à vivre après, c'est correct. On va cesser de la harceler. Mais en attendant, on... pas paranoïaque pour autant. Comment les Indiens nommaient-ils le Mont-Royal? Y a-t-il un lien avec le Mont Saint-Hilaire qu'ils nommaient montagne des dieux géants? Premièrement, il faut savoir que toute l'île de Montréal au complet était un sanctuaire, un endroit hyper sacré, et on ne venait jamais sur l'île, sauf pour méditer, jeûner ou rencontrer les dieux. Bon. Et c'était autorisé de venir sur l'île pendant les grandes périodes de disette, surtout l'hiver, pour venir chasser.
Il y avait des orignaux sur les îles, il y en a encore de temps en temps quand ils traversent. Il y avait du chevreuil, c'était giboyeux, c'était génial. Alors, les Indiens pouvaient venir sur l'île chasser, c'était permis par les dieux, seulement si réellement ils crevaient de faim. Alors, on avait le village iroquois, ça, la rive sud, on avait un village huron pas loin au nord, puis c'était sacré. Alors, effectivement, il y a un lien total avec le Mont-Saint-Hilaire, mais avec un paquet d'autres choses au complet. Ils ont rencontré des intraterrestres tout le temps qu'ils ont été ici. J'ai déjà expliqué à un moment donné que vous pourriez aller faire un tour à Hull, au musée des civilisations, pour aller voir les expositions des Indiens de la Colombie-Britannique. Là, vous allez découvrir, après la visite de toutes il y a des grands totems, etc. Regardez les grands totems comme il faut, vous allez voir que les 3 doigts, il y en a quelques-uns. C'est des intraterrestres. Puis, à un moment donné, vers la fin, vous allez avoir une espèce de grande bebelle, une natte. C'est extrêmement joli. Puis, ça représente ça, un personnage au milieu qui est debout, qui est petit, qui a 3 doigts levés, puis un paquet de personnages autour qui ont tous 5 doigts. Puis à côté, c'est expliqué en anglais et en français que ça, c'est le dieu machin chouette, qui était un dieu qui, il y a des centaines d'années, sortait de la terre pour venir voler les âmes des vivants pour les amener avec lui. Bon, puis ça, c'est au musée des civilisations. C'est les intraterrestres piquent les humains, justement, le génétique, puis ils prenaient les âmes des vivants. C'est pas les morts, c'est les vivants, pour les amener avec eux sous la terre, au centre de la terre. C'est des traditions indiennes. Alors, les intraterrestres ont connu l'humain sans arrêt ici, puis les Amérindiens énormément, parce que le territoire au complet est totalement truffé de souterrains, parce que c'est ici que va naître la race nouvelle. Puis là, est-ce que les intra ou extraterrestres font des travaux sous le Mont-Royal? Le Mont-Royal, ça n'a jamais été un volcan. Il y a un canal qui est creusé en dessous du Mont-Royal. Il y a de la lave qui l'a rempli au complet à un moment donné. Ça a poussé le Mont-Royal. Et finalement, c'est sorti par l'autre côté. On a trouvé de la lave au pied du Mont-Royal. Ça n'a jamais été un volcan. Il y a toujours des travaux qui se sont faits là. Puis on a tendance à réouvrir différentes choses dans ces coins. Alors là-dessus, on s'arrange pour faire attention au schéma d'interprétation. Puis on s'amuse.